Si je vous dis que ça fait plus de 20 ans qu'il est dans l'arène musicale, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, avec lui, ce soir, nous allons faire une véritable immersion dans l'histoire des musiques urbaines ivoiriennes. C'est un artiste pétri de talent, très inspiré. D'ailleurs, je le lui disais en off tout à l'heure, tu n'as pas l'impression du moins d'être inspiré plus que jamais parce que là, il déboule coup sur coup des tubes. Au départ, c'était quoi là? DJ Mix. Aujourd'hui, il préfère, je crois, Mix Premier. Pourquoi Mix Premier d'ailleurs? On commence par là. Oh, Mix Premier parce que je vais être le premier dans ce que je fais. Voilà. Le mix, c'est le mélange, c'est un mélange de tout. Je fais toutes sortes de musique. Voilà. En même temps que je peux mixer, en même temps que je peux chanter. En même temps que je chante, je peux faire mes chœurs. En même temps que je fais mes chœurs, voilà, j'essaye de danser. Voilà, c'est un mix. Et je vais être le premier dans tout ce que je fais parce que j'ai appris depuis tout petit que quand tu te places un nom, ça agit sur toi. Justement, tu n'as pas l'impression d'être premier dans ce que tu fais en ce moment? Pas premier, j'ai l'impression d'être bien posé dans ce que je fais. Et ça me va. Et dans ce que tu fais, vu que tu évolues dans un registre, que le coupé décalé, pour toi, aujourd'hui, qui est le premier? Je pense qu'il n'y a pas de premier. Hein. Chacun essaye de... Le but, c'est pas d'être premier derrière l'autre ou bien premier, l'autre va être deuxième ou quoi que ce soit. Le but, c'est de mieux faire son travail et de se donner à fond pour qu'on puisse voir véritablement ce qu'on vaut. Voilà. Donc, À ce niveau, il n'y a pas de... À ce niveau, quand toi, tu fais le bilan, tu te dis, pour ce que tu as pu faire quand même, qu'est-ce que tu vaux réellement? Ah, je vaux quelque chose. Hein. Ouais. Je suis un pion sur lequel la Côte d'Ivoire peut compter. Voilà. C'est difficile de parler de soi et pourtant tu as un vrai parcours. Un parcours qui a commencé autour des années 2000. On va revenir sur ça. C'est un pan de ta vie que tu évoques rarement. Ouais. On sait que tu n'as pas commencé avec le coupé décalé en 2002-2003 où il y avait la déferlante avec DJ Jacob, Kaloudji et autres. Ouais. Toi, tu as commencé plutôt avec une génération qui était dans un autre genre musical qui était plutôt le Mapuka en son temps. Ouais. Je vais parler de Génération Motamo, ça te parle. Ouais. C'est là que ça a commencé, raconte-nous un peu. Ouais, il faut dire que j'ai commencé très jeune, déjà dans la chorale. Et au-delà de ça, j'ai commencé à animer un peu les soirées en tant que DJ jockey. Et il y avait un groupe qui était dans notre quartier qui s'appelait Motamo à l'époque. Donc chaque soir, on partait au bord de la mer, vu qu'on était à Port-Boué, c'est juste à quelques mètres du phare de Port-Boué. Le quartier s'appelle même le quartier phare de Port-Boué. Et on s'entraînait chaque soir, à partir de 18h jusqu'à 20h au bord. On entraînait nos voix, on disait que quand on crie fort, quand on crie au bord de la mer, ça développe, ça dégage la voix. Et c'est comme ça on chantait un peu. Jusqu'à ce que Motamo, peut-être, il sorte le premier single qui a eu un énorme succès. Et nous, on est restés là encore, en train de se débrouiller comme ça. Tu vois un peu les artistes des quartiers et tout ça. Donc c'est comme ça, j'ai sorti mon premier titre là-bas. J'ai intitulé Coup de poignard, mais qui n'a pas connu de succès. Deuxième titre, ainsi de suite. Voilà. Et après encore, j'ai continué toujours dans mon métier de DJ jockey. Voilà, ainsi de suite. On va aller en détail sur tout ça. Mais quand tu sors Coup de poignard, tu évolues dans quel registre musical? Tu évolues dans le Mapuka, tu es dans le rap ou bien tu es dans la musique un peu Mapuka Yusumba. Voilà, à l'époque, c'est la musique qui marchait bien. Avec Aboutou Route, Motamo, Nigisav Cadence, comment on appelle les gars là? Tout petit, à nous les petits. À nous les petits. Ouais. Après, on a connu les Youlé aussi. Mais moi, j'étais très jeune. Mais c'est dans ce registre-là que j'ai évolué. Ah, donc tu faisais le Mapuka quelque part. Rythme côtier. Ouais. Rythme côtier un peu. Ouais. Donc c'est clair que quand on te retrouve dans... Oui, vas-y. Non, en même temps, faut pas me demander de chanter ça parce que je me rappelle pas. Je vois ça venir donc. Non, mais ça allait permettre aux gens de voir un peu comment est-ce que tu chantais. Non, bientôt même, j'ai un titre spécial du Zumba que je vais sortir dans cette année 2022 là. Ouais. Bah, de toute façon, ça arrive bien. On a une certaine réminiscence avec ce genre musical. Surtout qu'on a vu ce que José a réussi avec Boningo. Forcément, ça arrive bien un peu en lumière. Et ce sera intéressant que toi aussi, tu apportes ta petite touche. Comme tu l'as fait avec Bobaraba 2.0. C'est ce qui vous a révélé. Mais on va parler du détail du jeune DJ à Port-Boué. Le métier de DJ jockey commence quand tu alliais études et animation dans les boîtes de nuit ou comment est-ce que ça s'est passé réellement? Oh, bon, déjà, il faut dire que ça a commencé par le maquis de maman qui avait, on va dire, un restaurant en griffe. Et les week-ends, le restaurant se transformait carrément en maquis. Mais ça, c'était à l'absence de maman. Elle ne savait pas. Elle, c'est son petit maquis restaurant. Voilà. Moi, je partais à l'école les week-ends, à ma descente, je venais les aider un peu là-bas. Et puis, à une certaine heure, elle est part. Mais elle savait pas que
son petit maquis devenait une boîte de nuit. On va dire un gros maquis. La nuit, elle se disait qu'on fermait à partir de 22 heures. Mais nous, on restait là. Vu que c'était loin de la maison, elle est rentrée, elle dormait, elle se disait que on allait dormir là, samedi matin, on va les aider à arranger les trucs et tout ça. Et c'est comme ça que le gérant a commencé à louer de la sono. Parce que, à partir d'une certaine heure, sans le consentement des mamans. Elle ne savait même pas. Ok. Tu vois. Et moi, je restais là. Donc, le DJ, quand il arrive, je vais l'aider à sortir ses baffes et tout ça. J'aimais bien le truc, je voyais, il y avait des fils au cou, quand il marche, son style et tout ça. C'était le feeling qui t'attirait quelque part. Moi, je découvrais ce truc-là, tu vois. Attends, mais c'est qui ce gars-là? Donc, je partais l'aider à prendre ces trucs et tout ça. Quand il fait les branchements, je suis là, je le suis, il fait les branchements au fur et à mesure. C'est là que l'amour du métier de jockey est né. Avant ça, c'était pas ça. Je sentais à le choral avec toute la famille et tout. Mais le métier de jockey est né là. Et au fur et à mesure, quand il branchait, je le regardais. Donc souvent, quand il venait avec les appareils, je lui disais non, laisse, je vais faire rentrer. Comment il s'appelait? DJ Cerveau. Bon, il s'appelle DJ Cerveau maintenant. Il est à Cotonou. Okay. On a de très 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 beaux rapports jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je lui disais non, laisse, moi-même, je vais brancher ça pour toi. Non, va t'asseoir, grand frère, assieds-toi. Donc il s'assoit, il me regarde et puis je branche comme il faisait son branchement. Il me dit, mais où tu as appris ça? Je dis, mais c'est toi, il regarde à chaque fois. Il dit, lui, il n'avait jamais fait attention à moi. Mais c'est bien. Donc, est-ce que je peux passer maintenant les week-ends, récupérer la sono, venir brancher et puis commencer à jouer en attendant que lui, il arrive là, ça lui laisse le temps de bien se reposer. Je dis, OK. Donc, les week-ends, quand on dit vendredi, quand il est à l'école, directement, il y a mon kaki est chez lui. On prend la sono, on met ça dans le camion, on envoie, on branche. Moi, je commence à jouer. Tu vois. Et quand il vient, c'est là le show commence véritablement. Donc, je regarde sa manière d'animer, tac, 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 tac. Quand il finit, lui, à 2 h du matin, 3 h quand on ferme, lui, il s'en va. Moi, je m'enferme, en fait, dans le maquis. Je réallume les appareils et j'essaie de refaire tout ce qu'il a fait. Jusqu'au point où le maquis n'avait plus besoin de lui. Ah ouais, tu deviens DJ titulaire. Je deviens DJ titulaire. Et ça dure combien de temps? On va dire 2 ans quand même, hein, jusqu'à ce que maman apprenne ça. Parce que moi, l'amour du truc est venu. Donc, en semaine même maintenant, ça devient un peu difficile de partir à l'école parce que il faut que j'aille toucher un peu les appareils. Donc, quand maman a su que, en fait, je dormais pas quand elle me laissait là-bas et que j'étais devenu DJ jockey, elle a fermé le coin. Trop tard, le virus était déjà là. Donc, malgré qu'elle a fermé, moi, je cherchais le maquis maintenant pour aller animer. Donc, du maquis de maman, tu te retrouves où? Je me retrouve dans une grosse bagarre à la maison d'abord où maman me disait, elle veut plus jamais me voir dans ce genre de truc-là. Il y a ce qu'elle a prévu pour moi. Voilà, la nuit, c'est pour les délinquants. Il y a la drogue, il y a la cigarette, il y a plein de choses, c'est dangereux. Donc, elle ne veut pas me voir encore dans ça. Donc, soit je suis mes études normalement, soit je sors de chez elle. Tu vois comment les mamans font pour effrayer. Si ta mère te dit, si tu ne vas pas à l'école, je vais te mettre dehors, tu vas dire quoi? Ah, forcément, tu restes à la maison. C'est ça. Attends, moi, j'avais déjà ce truc-là en moi. On ne pouvait plus m'empêcher. Je lui ai dit, mais si tu ne veux pas m'aider dans ce que je fais, parce que moi, je veux que tu payes les appareils pour moi. Moi, je vais faire mes animations. Elle me dit, mais les animations vont te payer combien? Toi, mon fils, tu connais les parents d'avant, il faut que son enfant travaille dans le bureau et tout ça. Il dit, non, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que j'ai quitté la maison. Elle s'est dit 2-3 jours. Quand il aura faim, il va rentrer à la maison. Mais ils ont vu ça, en fait, comme un jeu au départ. Mais moi, j'étais déjà dans mon truc parce que j'étais obsédé par ça. C'est ce que je voulais faire. Tu devais avoir quel âge? Oh, 12, 13 ans. Justement, à 12 ans, quand on prend la peine comme ça de défier les parents, qu'est-ce qui se passe dans la tête à cet instant précis? Après, tu sais ce que tu veux. Si on ne défie pas les parents parce qu'il faut défier. Moi, ce n'était pas un défi en tant que tel. Je voulais juste montrer à mes parents que ce qu'ils pensaient du métier que je voulais faire n'est pas forcément ça. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit animer pour aller chercher les femmes ou pour aller me saouler ou bien pour aller me droguer. Non. Je vais parce que je veux animer, c'est ma passion. Donc, je veux qu'on me laisse faire ce que j'ai envie de faire. Et vu qu'on m'empêche, donc je sors faire ce que je veux faire. C'est comme ça que je me retrouve dehors. Et en même temps, je vais à l'école. Voilà. Malgré que tu es dehors? Oui, je vais à l'école. Même mon école ne savait même pas qu'il y avait des problèmes. Parce que j'arrivais à étudier bien, tranquillement. Mais le week-end, c'était destiné à mes animations. Quand tu te retrouves dehors, tu quittes le foyer familial, tu te retrouves où? Dans un maquis déjà d'abord. Non, tu as dormi où avant d'aller à l'école? Tu te dans retrouves chez des amis? Non, dans le quartier chez les amis. Je dormais dans le quartier chez les amis. Après, arrivé un moment, tu sens qu'on dit à maman que ton fils est dans tel coin. Donc, elle vient, elle envoie les gens venir me chercher. Donc, je sens que sûrement ils vont venir me prendre. Donc, je quitte maintenant le quartier carrément, en fait, pour ne pas qu'on mette la main sur moi.
Et dans tout ça, elle a encore des échos. Je suis dans tel coin, je suis dans tel coin. Donc, elle envoie souvent des équipes aller me chercher. Elle a vu la police même aller me chercher, me ramener à la maison et tout ça. Mais moi, je voulais pas parce que je voyais déjà les trucs. Si on me ramenait à la maison, c'était mort. J'allais plus pouvoir faire, en fait, ce que je veux faire. Donc, je me suis éloigné au fur et à mesure. Et j'ai trouvé un petit maquis dans lequel je pouvais travailler les week-ends. J'étais payé à 1500 francs par semaine. Donc, en semaine, je pars à l'école. Le week-end, je travaille là. Je dors en même temps, en fait, dans le maquis. Quand le maquis fait, moi, je dors là-bas. Il y a, tu vois, les baffes, là, j'enlève et c'est là-bas que je mettais mes affaires. Quand je finis, je visse encore bien. Et puis, je suis tranquille. Il met une chaise, une table là-bas, il dépose mon pied dessus. Hop. Et puis, je suis parti, je dors au calme. Jusqu'en quelle classe? Jusqu'en classe de 3e, là. Ouais, jusqu'en classe de 3e. Après, l'amour, comme je le dis là, évolue au fur et à mesure. Et puis, les choses aussi évoluent. C'est comme ça qu'un soir, je découvre un monsieur dans un couloir. Avant de venir au monsieur dans le couloir, ouais. Quelque part, c'est vrai que Lucie a été heureuse aujourd'hui. Tu es un artiste aujourd'hui qui a du succès. Ouais. Mais si c'était à reprendre à 12 ans, est-ce que tu ne penses pas que tu avais pris un gros risque sur ton avenir quelque part? Oh non, non, non. Si c'était à reprendre, je vais reprendre. Ouais. Tu conseillerais à ton fils aujourd'hui à 12 ans de quitter la maison parce qu'il a une passion? Non, je ne peux pas conseiller à mon fils de quitter la maison, mais si mon fils me dit j'ai une passion, ben je vais suivre mon fils dedans, je vais l'accompagner dedans. Voilà. S'il veut jouer au foot, je vais l'accompagner. S'il veut être un chanteur, je vais l'accompagner. Je vais chercher à voir d'abord si c'est ce qu'il aime véritablement. Et s'il est doué dans cette chose-là, je vais l'accompagner. Il n'aura même pas besoin de quitter la maison. Le papa même a un studio, donc il va travailler à la maison. Mais tu n'as pas dit de privilégier tout de même ses études jusqu'à avoir le bac ou bien la licence ou le master avant de donner libre cours à sa passion? Je t'explique, je t'explique. L'enfant, il veut faire quelque chose. Ça n'empêche pas d'aller à l'école. À moi de savoir canaliser mon fils en lui disant, écoute, je ne suis pas contre ce que tu vas faire, mais voilà ce qu'on va faire. On va se faire un programme où en semaine, tu pars à l'école normalement et les week-ends, papa t'a fait un studio, si c'est la musique que tu veux faire. On va travailler ici. S'il faut prendre des gens pour t'aider même dedans, voilà. Mais tu sais qu'en semaine, tu vas à l'école, tu dois avoir des diplômes, c'est important. Et puis ensuite, par la suite, arrivé à un certain âge, tu es libre de choisir ta voie. Mais pour le moment, il faut que tu travailles à l'école, il faut que tu aies des diplômes, c'est important. Voilà. Mais je ne vais pas dire à mon fils, non, je ne veux pas que tu fasses la musique. Non, je ne veux pas que tu joues au foot. Non, je ne veux pas que tu fasses la menuiserie. Non, je ne veux pas que tu sois mécanicien. Ah non, non, non. L'enfant fait ce qu'il a envie de faire. Ton boulot doit être une passion pour toi d'abord. Voilà. En tout cas, très belle leçon de vie dont certaines personnes pourraient s'inspirer. On revient sur cette rencontre impromptue avec un monsieur dans le couloir. Ouais, monsieur Charlie Bonga, père à son âme. C'est ce monsieur-là qui a tout changé dans ma vie. Un soir, je quitte le maquis dans lequel j'exerce. Parce que souvent, quand on dit 22h, 23h, quand le maquis ferme, nous, on est encore à la recherche, en fait, d'un maquis qui est ouvert quelque part. Même si on n'a pas accès au maquis, on va s'asseoir juste dehors et puis écouter, en fait, le DJ pour voir s'il est fort ou pas, quoi. Voilà. S'il est fort, nous, on prend des leçons en même temps là et puis on essaye de reproduire ce qu'il a fait dans notre maquis le lendemain. Donc, même dans le funérailles, on se balade, on va là-bas. Donc, ce jour-là, je pense qu'on était 3. L'inspiration un peu partout. Voilà. Même dans les lieux insolites. Bah oui. Ce jour-là, on était 3. Il y avait moi. Il y avait Didier, un pote à moi qui s'appelait Enjaillement Côte d'Ivoire, que je salue au passage. Il y avait PC, un pote à moi aussi, on était dans le même quartier et tout. Mais eux, ils étaient à la maison. Mais les soirs, souvent, ils découchaient, ils venaient avec moi. Et on prend un couloir à Port-Boué. On est en train de marcher. Un petit couloir mince, façon. Et on sent l'ombre d'une personne, mais gaillard, quoi. Il dit, hey, vous là, retournez-vous là-bas. Moi, il dit, quoi, mais là, encore c'est retourné là-bas, quoi. Il dit, vous n'entendez pas ce qu'il dit? On dit, non, nous, on est déjà arrivé à la fin. Toi, tu viens à peine d'arriver. Donc, ce qu'on va faire, toi, tu sors, et puis nous, on sort, et puis toi, tu rentres. Il dit, non, 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 non. Et quand jusqu'à 3, si à 3, il ouvre ses yeux, nous voilà encore là. Il va nous pousser. Quand il a fait 1, 2, 3, là, je sens qu'il y a un vide derrière moi. Il me retourne, il ne voit plus mes gars, tous sont pas. Donc, moi, j'ai arrêté. Moi, je suis comme Cabri mort. Il dit, petit, si on sort, je vais te tuer. Il dit, mais moi, mais je cherche quelqu'un pour me tuer. Si tu m'as tué, tu m'as sauvé. Donc, il sort, il me saisit comme ça, puis il me soulève au mur, parce qu'il était gaillard. Mon pied ne touchait même pas le sol. Il dit, tu peux me répéter ce que tu disais là? Il dit, mais si tu m'as tué, tu as bien fait. Hein? Je dis, mais tu n'as pas peur. Il dit, mais peur de quoi? Moi, si là, c'est chez moi, moi, il passe ici tous les jours. C'est toi qui es nouveau, moi, je ne te connais pas. Hein? Sinon, moi, je connais tous ceux qui passent ici. Wow. Il a commencé à rigoler, il m'a déposé, il m'a dit, mais tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, non, mais moi, je suis un DJ.
Il a éclaté de rire. Il dit DJ. Quel DJ quoi? Je dis moi c'est DJ Emilio. Il dit ah non mais tu es sérieux? Il dit oui, je suis DJ et tout ça. Il dit sérieux. Il dit mais regarde, voilà sa coche, ouais, mais CD. Il dit mais tu vas où? Il dit non, il cherche un maquis. Il va regarder un peu le DJ pour voir s'il est fort que moi ou pas. Il a commencé à rigoler. Il dit bon, lui il a un maquis, pas loin d'ici. On va aller là-bas et puis je vais jouer pour voir. Il va voir si je suis fort. Donc on arrive dans son maquis. Il coupe la musique. Bon les gars, ça va? J'ai croisé un enfant là dans un couloir. Il dit le DJ que lui il s'est animé. Donc on va le tester pour voir. Ça sera à vous de juger. Donc ils m'ont fait rentrer dans la cabine. J'ai pris mon casque. En fait, moi j'étais obsédé par ça. Donc tu imagines, j'ai l'occasion. Mon maquis là, souvent quand je joue là, c'est 3-4 personnes qui sont là. Là, je suis assis dans un couloir. Ah ouais. Je suis devant peut-être une cinquantaine ou une soixantaine de personnes qui sont là. Mais attends, tout ce que j'ai appris dans ma vie, là, je vais le montrer dans ces jours-là. Mais quand j'ai commencé à jouer, je te jure, le maquis s'est levé, ils ont commencé à crier, lancer de l'argent et tout. Et quand j'ai fini, j'ai calé l'instrumental. Il y a un groupe qu'on appelait Partout Destin. Ouais, je pense qu'il y a Hérisson Le Zoulou même qui avait fait un atalakou même à l'époque sur un beat comme ça. Donc j'ai mis le beat et j'ai commencé à chanter. Le monsieur a failli devenir bête. Là, il découvre que le petit, en fait, au-delà de mixer et tout normal, il a un thème vocal qui est énorme, quoi. Donc il m'a dit, non petit, toi, je te laisse plus. Donne-moi ton numéro et tout ça, je vais t'appeler, tout ça. Il dit, numéro? Moi, je n'ai pas de téléphone. Il dit, tu vis où? Il dit, moi, je vis dans mon maquis là. Il dit, non, c'est impossible. Donc, il me prend, il me donne, il met sa main dans sa poche. Il avait une liasse comme ça, il l'a mis dans ma main. C'était ma première fois d'attraper l'argent comme ça. On touchait quoi? 1500 par semaine. Mais il me remet une liasse dans ma main comme ça. Il me dit, bon, on va chercher un hôtel où tu vas te reposer là, tu vas dormir là. Et puis demain, je viens te voir. Donc, il me prend sur sa moto. On cherche un coin là, il me dépose à l'hôtel. Il me dit, reste là. Je vais aller t'acheter la nourriture, tu vas manger et tout, l'acheter la nourriture. Donc moi, je dis non, mais moi, j'ai mes gars qui étaient avec moi, qui ont fui, tout ça là. Il dit non, mais je n'ai pas de numéro. Si il quitte là, lui va me joindre comment? Lui, il a besoin de moi. Il dit, ah, moi, j'ai pas, mais moi, mes gars là, moi, il n'est pas resté dans ça là, et puis moi, où sont mes gars? Il dit non, mais s'ils ont un numéro, on va les appeler, tout ça. Il dit non, personne, mais je sais où ils sont. Non, laisse-moi partir. Le monsieur prend son téléphone et puis me donne son téléphone. Il s'est dit que s'il m'en veut, il ne va plus me voir. Donc, il me donne carrément son téléphone. Il me dit, tiens ça, c'est ton téléphone. Je t'appellerai dessus. Donc, moi, je prends son téléphone. Moi, je me vois mes gars. Mais c'est gâté le soir, là. Tu peux pas, j'ai un peu d'argent sur moi. Donc, je partage avec mes gars. On s'assoit, on boit un coup, on cause et tout. Le lendemain, le monsieur, il m'appelle. Et puis, c'est fini. C'est parti comme ça, de fil en aiguille. Après, il m'a dit qu'il ouvre un maquis à Treichville, Coup de Grand. Il m'envoie, il y a des DJ qui sont là, de base. Il dit, bon, on va faire le test. Tous les DJ vont passer. On était quoi? 15 DJ. On est passé, j'ai fait le test, paf. On validé. J'ai commencé à travailler là-bas. Ensuite, c'est comme ça, il a fait la Cour des Grands à Makori. Et on est revenu à la Cour des Grands à Makori avec Volcano, qui encore, Amando Boemsi, DJ Bilongo String, et tout ça, Consti DJ. Voilà. Après, Elo est venu et on a commencé à travailler. C'est parti comme ça. Comme quoi, lorsque le destin t'ouvre les bras, les circonstances dans lesquelles le destin se manifeste ainsi, souvent c'est improbable. Cette scène-là, elle restera tout le temps dans ta vie, la scène du couloir, et de voir qu'après, comme ça, ta carrière a pris une certaine ascension. Et c'est en ce moment-là que tu sors ton premier single. Ouais, on va dire premier single en tant que tel, mais qui n'a pas de succès. Parce qu'il n'y avait pas de producteur en tant que tel. Mon boss, lui, c'était pas son truc, ça. Chanter, aller chanter, faire des prestations. Lui, c'est son DJ qui vient, qui fait le boulot, qui vend sa boisson et tout. Donc, pas derrière. Moi, je voulais devenir artiste, donc j'arrivais à économiser un peu et puis faire mes petits sons et tout ça. Mais par manque de promotion, le morceau passait inaperçu. C'est des morceaux qui marchaient uniquement que dans mon maquis. Voilà. Un premier single, deux singles, ainsi de suite. Après, un album, voilà. Qui devait être produit par Freddy Asoba. Voilà. Il a vu qu'il y avait du talent. Elo et moi, donc il a produit un album pour moi, un album pour Elo. Et on avait un monsieur Backlover encore, que je salue au passage, monsieur, un homme au grand cœur, qui décide de nous aider, Elo et moi. Il me dit, mais vous chantez bien, mais pourquoi vous n'avez pas de son, tout ça là? On dit, non, on a un son, c'est chez Freddy. Il dit, allez vous renseigner, il va me vendre ça à combien? Donc on dit, Freddy accepte. Et le monsieur, il remet de l'argent à Freddy, on récupère les morceaux. Le monsieur décide de nous donner 1 million chacun d'abord pour faire nos clips.
Et 1 million pour payer la RTI Musique pour pouvoir au moins faire la promotion et tout ça. Il a fait tout ça. On a fait, mais bon, il n'y a pas eu de succès encore. Et c'est ainsi que M. Moussa Lelon, que je salue encore au passage aussi, qui dit, mais écoute, Mix, toi tu chantes bien. Hello, tu chantes bien. Tu as sorti un album, ça ne marche pas. L'autre a sorti un album, ça ne marche pas. Mais nous, on vient d'abord de marquer. Quand on vous écoute, vous deux, ensemble, ça donne quelque chose de super. Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à faire un titre ensemble? Parce que Hello, il avait son clan, moi j'avais mon clan à l'époque. Voilà, chacun, c'est la charia, tu connais. Quand chacun vient pour se chercher. C'est ça. Voilà, il a tes clients. Moi aussi, j'ai mes clients. En plus, vous êtes deux bons à voilà. Donc, toi, tu as tes gars. Donc, du coup, voilà, c'était un peu chaud. Nous deux, là, c'était pas trop ça. Mais on regarde le truc, on dit, ah, le monsieur, il a raison, hein. Donc, lui et moi, on s'attrape, on dit, bon, on se prend au Mali, en zone 4, là, et au bord de la lagune. On va essayer de travailler un truc. Donc, on appelle Papi Pengo qui venait d'arriver. Il fait de la rumba aujourd'hui. C'est ça. L'orchestre, voilà. Donc, Papi Pengo vient, il joue la guitare. Et puis, on commence, on dit, bon, on va essayer d'improviser un truc. C'est le décalé coupé. C'est le décalé coupé. Il répond, décalé, c'est le décalé coupé. En ce moment, on n'avait pas de concept. Donc, on décide maintenant d'aller en studio pour voir comment est-ce qu'on peut faire ce truc-là en studio. C'est ça. Donc, à l'époque, Baby venait à peine de quitter le studio de Freddy Asoba. Il s'est installé à Yopougon. Donc, on rentre en contact avec lui parce que pour aller chez Freddy à l'époque, il faut avoir l'argent. Faut avoir la thune. Nous, on n'a rien. Donc, on va voir Baby, on dit, bon, Joe, on fait un son à toi. Il dit, ok, trouvez 100 000, vous allez me donner. Dans 100 000 là, il faut qu'on trouve 50 000. Et l'homme, il a envoyé ses 50 000. Moi-même, pour envoyer 50 000 là, c'est chaud. C'est 40 000 qu'il a envoyé. Il dit, bon, le lendemain, je vais te donner tes 10 000. Il lui doit ses 10 000 jusqu'à présent. Il a déjà trop récupéré avec toi. Tu vois? T'inquiète. Et c'est comme ça, il cale le studio, on arrive. Et là, il pose. Tac, 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 tac. Moi, il vient, il pose. Les noms, il y a des parties là, c'est des noms que je cite, mais les gens, ils ne savent pas. C'est le nom des clients de mon maquis. Parce qu'au moins, il faut les positionner parce que c'est ça. Si le son sort, qu'ils sont dedans, ils vont dégayer un peu. Voilà. Ça. Et c'est comme ça qu'on fait sortir le morceau, mais sans s'imaginer le succès qui va être derrière ça. Donc, nous, on sort le titre. Baby nous donne la chanson. On va directement à la cour de grand où on travaillait. Je me rappelle bien de cette image-là. Moi, j'attrape un côté du CD et lui attrape l'autre côté du CD. On dit, bon Seigneur, tu sais, on a toujours galéré. Oh, c'est mignon ça. Voici une chanson que nous deux, on a fait. Tu connais la situation de l'eau, tu connais ma situation. En tout cas, bénis cette chanson-là. C'est la première fois qu'on va la jouer. Il faut que cette première fois-là soit un gros succès. Amen. Dit amen. Et tous les autres disent là, oh, donc on prend le CD ensemble, Hello et moi. On met ça dans le lecteur comme ça. Tu vois, il attrape un côté, il attrape l'autre. Et puis on met, pause, on prend le micro. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en exclusivité, le tout dernier mix, DJ Mix et Hello DJ. Écoutez, dégustez, appréciez. Quand on met play, c'est fini. C'est cette chanson, elle était quoi? 3h30. C'est cette chanson-là qui joue jusqu'à 6h du matin. Quand on veut changer les clés, ils disent non. Non. Et nos danseurs maintenant sont venus et c'était des petits qui étaient dans le... C'est ça, voilà. Les petits. Donc, ils ont tellement bien fait le truc. Dans les donc, nous, le lendemain, nous, on part en studio. On dit, bon, le truc est top. Maintenant, on a nos petits danseurs. Nous, on va les mettre dedans. Donc, il y a Abobolé. À l'époque, je sais que tu l'as connu, il y a Abobolé qui est décédé. Et puis, il y a Adjamele. Donc, on replace maintenant cette partie-là dans la chanson pour que ça donne un peu de truc et tout ça. Abobolé. Et Adjamele. Baraba, et Bobaraba. Kao, Kao, et Bobaraba. Kao, c'était l'homme fort à l'époque. Donc, on profite, on le place, et puis le soir, quand on revient, c'est parti. Les filles viennent là, elles commencent à danser, tac, 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 tac. Mais quand on disait à Bobolé, à Djamilé, nous, on parlait de nous, nos petits. C'est ça. Mais la commune d'Abobo a soulevé, genre, on parle d'Abobo. Ouais, Adjamé aussi a pris l'autre côté, on parle d'Adjamé. Et c'est comme ça, ils ont commencé à nous inviter. Abobo, Adjamé. Abobo, Adjamé. Chaque jour, on avait des prestations là-bas. C'est fini. Ça a commencé à décoller, les radios ont commencé à nous appeler, les télés ont commencé à nous appeler, la RTI nous a appelé pour faire tempo. Donc on est allé voir le grand frère qui avait un maquis non loin de nous qui s'appelle Barrett. On lui a dit, ah grand frère, nous on sait que toi, voilà, nous on sait que toi tu es dans le milieu et tout ça.
Franchement, nous, on veut que toi, tu nous manages. Parce qu'on sait que tu as l'expérience. Nous, on a déjà sorti des titres. Ça n'a pas marché. Mais ça, là, ce qu'on voit là, nous, on sait que toi, tu peux. Il dit, bon, dans ce cas-là, lui, il ne peut pas être que manager, il peut être producteur aussi. On dit non. On a quelqu'un qui nous a aidés à l'époque, qui s'appelle Bad Lover. C'est pas parce que peut-être la chanson va donner maintenant qu'on va le laisser. Non, lui, ce sera le producteur. Il dit, ah, il n'y a pas de problème, donc si on veut, le gars peut être producteur et lui, le coproducteur et manager. On a accepté, on a signé le contrat. VAP, c'est comme ça, tout est parti. Mais à la base, c'est vous qui avez produit l'œuvre. Oui. Vu que c'est vous qui avez financé. Oui, mais il ne faut et pas oublier le bienfait. Non, je l'entends bien, c'est une forme de reconnaissance. Voilà. Le fait d'attribuer la production à Bad Lover Voilà. et à Barrett. Mais Voilà. en réalité, c'est vous qui avez financé Voilà. ce projet, c'est vous qui êtes Si. allé voir Baby Philippe, Ouais. qui, on va dire même à la rigueur, pourrait revendiquer Si. la propriété également. Bien sûr, bien sûr. Le succès démarre ainsi avec Bobaraba. Je finis. Comment est-ce qu'on vit ces premiers succès après tant d'années de galère? Oh, nous, on était passionnés. Nous, il faut dire la vérité, nous, on ne voyait pas le succès. Nous, c'est pas quand on passe et puis on nous dit, hey, c'est eux qui chantent ça. Non. Nous, c'était une ouverture de pouvoir faire ce qu'on aimait, ce qu'on aime en fait, et que ça soit vu par des milliers de personnes. Donc, le succès en tant que tel, nous, on ne regardait pas le succès. Nous, on était heureux de savoir juste que aujourd'hui, on peut arriver peut-être à Trècheville et puis faire une prestation. En même temps, on peut aller à Yopougon et puis faire une prestation que de rester uniquement à la Cour des Grands, à Makori. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que nous, on voyait le succès comme on parle de succès aujourd'hui. Non, non, non. Nous, on était des passionnés, quoi. Quand tu es passionné, même l'argent, tu ne regardes pas, en fait. Vous étiez heureux, en tout cas, de vivre votre moment de gloire, de se dire, ah, on a tant galéré. Là, maintenant, les gens nous reconnaissent au-delà de notre précaré. Voilà. Et les voyages aussi qui s'enchaînent. Votre tout premier voyage hors de la Côte d'Ivoire? Je crois que c'était au Mali. Au Mali. On est parti à 7, parce qu'on avait 4 filles avec qui on dansait déjà. Et Hello et moi. Plus Barrett. Tu es le manager. Ouais. On est parti, on a donné un gros spectacle dans une boîte de nuit. On est parti jeudi, on devait jouer vendredi et revenir samedi. On nous a gardés vendredi, samedi, dimanche. Ils ont créé une soirée spéciale lundi encore. On dit les gars de Bobaraba sont là. Ils ont ouvert une boîte là. Samedi et lundi, on a joué, la boîte était remplie. Mardi, on est rentré. Le week-end encore, on nous a rappelé. Mais on nous demandait aussi à Abidjan. Donc, en même temps, mais il y a arrivé un moment, on s'est séparés. C'était chaud parce qu'on ne pouvait pas aller partout en même temps. Donc, moi, je prenais 2 filles. Je peux aller à Korogo. Et Hello, il prend 2 filles. Il peut aller peut-être à Boisflé, je ne sais pas. Voilà. Et on tournait comme ça. On tournait. On se retrouvait le lundi soir pour faire les comptes et tout ça avec nos producteurs et puis nos managers. Et ils ont décidé à ce que l'album, le son Bobaraba devienne un album. Donc, à partir de là, il y a Barrett et puis Bad Lover qui ont misé maintenant pour qu'on puisse enregistrer encore Bobaraba Act 2, qu'on a fait avec David Taïro. Après, on est retourné encore voir Baby pour faire Bobara Fitini. Maman, oh, Fitini, oh, Fitini, Fitini, Bobara Deni, oh, Fitini. Oh. Donc, on a fait un album carrément et puis on l'a sorti. C'est vrai que tu as dit tout à l'heure, lorsque vous démarrez avec ce single Bobaraba à la Cour des Grands, il fallait chanter les noms de certains clients histoire d'avoir leur faveur. Et ça, tu as gardé, on va dire, ce cryptique-là pendant longtemps, de te dire que on prenait Mix Premier comme un artiste qui ne faisait que chanter les éloges. Comment est-ce que tu as vécu cette période où on te coulait cette étiquette carrément?